On va parler du Nigeria. Après la déradicalisation, la désillusion des repentis de Boko Haram. On va également parler du Mali. Le doute grandit sur les intentions des militaires à 6 mois des échéances électorales. Tchad, l'opposition rejette le projet de dialogue national inclusif sous sa version actuelle. Et puis on termine par le Togo, le trophée de la Coupe du Monde séjourne à Lomé. Nos invités sont en place. Firmin Teko Agbo. Firmin, vous allez bien? Oui, je vais bien, Michel Takpa. Bonjour, merci de m'avoir invité. Vous êtes chroniqueur politique. Nous avons également Esso coach en développement personnel et surtout analyste politique. Coach, vous allez bien? Je vais très bien. Bonsoir à tout le monde et bonsoir aux téléspectateurs de Niveau et bonsoir aux panélistes également. Idem à toi-même, bonsoir. Merci. Adam Madjornou est encore avec nous, très fréquent ces temps-ci. Adam, bonjour. Oui, bonjour à tous et bonjour à toutes. Le directeur de publication de Vision d'Afrique. On va donc commencer par le Nigeria. Le Nigeria donc a lancé en 2016 l'opération Safe Corridor, offrant la possibilité de déposer les armes à ceux qui se portent volontaires. Il mène en parallèle des offensives militaires contre les insurgés de Boko Haram et sa branche dissidente. Adam, il faut remarquer que ceux qui ont déposé les armes sont face à une autre réalité que, franchement, peut-être les promesses qui ont été faites par le gouvernement. Oui, sur toute la ligne, il n'y a pas que le Nigeria. On l'a vu également avec le Niger, où les promesses qui ont été faites aux gens de pouvoir donc déposer les armes et de rallier la vie normale n'ont pas été tenues. Et ça également, il faut le mettre à l'actif du fait que nous avons des budgets qui n'ont pas pris en compte, en réalité, bien planifiés pour prendre en compte cette déradicalité-là. Et lorsque vous voyez le nombre au niveau du Nigeria, c'est quand même assez pharaonique. Et je ne dirais pas que ce sont les moyens qui manquent, mais également, lorsqu'on ne prend pas le temps de pouvoir faire les bonnes planifications, on arrive donc à se retrouver dans ce genre de situation. Mais c'est quand même regrettable. Puisque lorsqu'on on donne promesse et lorsque vous faites un peu le distinguo entre ces deux éléments, vous comprendrez quand même que c'est une question de moyens et surtout lorsque vous prenez des facteurs qui conduisent la plupart de ces jeunes-là à rallier ces djihadistes-là, c'est quand même des gens qui sont désœuvrés, des gens qui n'ont pas souvent de l'emploi et des situations socio-professionnelles assez criardes qui les conduisent à cela. Et quand on les laisse comme ça... Et ça également, ces gens-là puissent dans ces lignes-là pour véritablement faire allier ces jeux-là. Mais au même moment, lorsque vous voulez les faire renverser la tendance, il faudrait naturellement avoir une planification qui mette des lignes en place qui puissent permettre à ces gens-là de pouvoir donc rallier les rangs. Mais lorsque ces gens-là arrivent, se trouvent devant le fait accompli, il est très difficile que les autres qui ont quand même l'intention de pouvoir rallier, puisqu'à un moment donné, eux également, lorsque vous prenez ces gens-là qui rallient également ces groupes-là, sont confrontés également à des réalités assez différentes. Parce que ce sont des gens qu'on essaie peut-être d'allécher avec des normes argent, mais lorsqu'ils arrivent, ça ne suit pas toujours. On essaie également de les transformer, de les amener véritablement à la radicalisation qui ne continuent pas à exprimer par des actes assez néfastes pour nos populations. Donc je me dis, aujourd'hui, nos populations, d'ailleurs même moi j'estime que cela doit faire l'objet d'une étude assez approfondie au niveau de la CEDEAO. Cela doit transcender, disons, le cadre national et doit faire l'objet d'une étude au niveau de la CEDEAO. Et pourquoi pas que la CEDEAO mette véritablement des moyens là-dessus. Puisque nous avons vu le JABA, qui est cette institution-là, qui a même attiré beaucoup de regards au-delà de la CEDEAO. Ça voudrait dire quelque part que c'est une question de moyens. Et moi, je me rappelle que il y a, disons, une ligne directive qui le disait lors du recrutement du directeur général du JABA, quelqu'un qui disait véritablement il faut de l'argent propre pour parer à l'argent sale. Et là, véritablement, il faudrait qu'on mette les moyens là-dessus. Et moi, je pense que ce sont des politiques qui sont mal planifiées, qui conduisent à cela. Et je pense que nos États, aujourd'hui, on n'en parle pas assez. C'est vrai que nous sommes des États, lorsque nous prenons peut-être les pays côtiers, nous sommes pour l'heure assez épargnés. Mais également, est-ce qu'il n'est pas temps de pouvoir peut-être revoir les lignes, les planifications politiques pour mettre en place tout ce que je l'ai dit lors d'une analyse, je pense, sur votre plateau, en disant qu'aujourd'hui, si nous avons la plupart de nos situations et de nos concitoyens
qui arrivent à se donner la mort par pendaison, etc. Oui, si cela était devenu dire depuis quelque un moment, chose ça voudrait dire quelque part que quelque chose se passe mal. Voilà. Et là également, il faudrait qu'on mette des politiques en place pour réellement voir ceux qui sont dans l'anxiété, ceux qui sont dans des situations assez poussées, assez avancées. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir les empêcher? Pour éviter justement ces genres Donc, pour revenir à cette question-là, moi, je pense que si nos États ne prennent pas véritablement les moyens pour planifier les politiques, les choix politiques tiennent en compte ces jeunes-là qui arrivent à pouvoir véritablement rejoindre la vie normale, on risquerait de ne pas attirer encore d'autres regards. Puisque c'est une question de moyens entre les deux bords. Eux également utilisent les moyens pour les attirer. Il faudrait quand même que nos États également mettent les moyens en place pour les attirer, ceux qui sont ralliés. Parlant de moyens, justement, coach Essor Cresson, les États-Unis et puis l'Union européenne ont aidé le gouvernement nigérian à coût de millions de dollars. Et l'Agence américaine de développement, et plus, comment on appelle, il y a même Amnesty International qui s'est investi là-dessus. C'est pourquoi je ne vais pas aller dans le même sens que Adam en disant qu'il n'y a pas les moyens. On leur a donné les moyens. En 2016, ils avaient initié le projet Safe Corridor qui permettait de faire la réinsertion de ces gens facilement. Donc, ces derniers moments, comme tu avais envoyé le sujet, il y a 4 ou 5 personnes qu'on a constatées, on a vu dans leur vie, ils vivent misérablement, ils ne trouvent même pas à manger. C'est donc le projet pour lequel on a financé des millions de dollars, des milliards de dollars, pour ainsi dire. Pourquoi on ne peut pas utiliser le même argent pour le projet pour lequel on a financé? Et l'autre aspect aussi, il y a Amnesty International qui vient de dire que quand vous vérifiez même, pas moins de 15% de ceux-là ne sont même pas des gens de Boko Haram, que c'est les civils qui fuyaient Boko Haram, que l'armée nigériane a attrapé, et puis il fait, comment dire, il est en train de caracoler, comme quoi les gens changent. Donc c'est pour dire que moi, je ne veux même pas dire que c'est un problème que pour les pays non côtiers, étant donné que le Nigeria même est un pays côtier, c'est son nom qui a des soucis. Si il y a des financements conséquents pour ce genre de choses, qu'on l'utilise à bon escient pour que ces gens puissent aller. Ils ont même prévu faire éducation, former des gens sur des trucs qui permettront que ceux-là facilement peuvent s'en sortir économiquement. Mais si on dit que les gens vivent dans des conditions délabrées, je pense que c'est plus facile pour ces gens de retourner à Boko Haram. Et c'est là, je me rappelle qu'on avait fait. Dur qu'avant. On avait parlé de ce genre de sujet entre-temps où on disait que si vous n'entretenez pas la population très bien, ils sont victimes ou ils sont facilement accessibles à ce genre de personnes. Les laveurs de cerveau vont tellement leur laver le cerveau que facilement, ils sont ceux qui peuvent tirer facilement comme on le veut. C'est pourquoi je dirais plutôt que dans le cas du Nigeria, l'agence nigériane qui est chargée de cette histoire, je pense qu'on laisse l'argent. Qu'on laisse l'argent aller dans le sens pour lequel il doit être déployé. Et que les gens ne thésaurisent pas l'argent pour que d'ici 5 ou 10 ans, que la même somme reste dans leur poche pour dire qu'ils ont fait des récats, tout ça là. Ça fait 10 ans que cette guerre est menée contre Boko Haram. Mais normalement, ça doit finir. Le Nigeria était la première puissance militaire même de l'Afrique entre-temps. Avant, mais depuis là, ça titille. Et que, comme Adam le dit aussi, je pense que ce n'est pas que la CEDEAO, l'Union africaine n'ont qu'à essayer et la CEDEAO n'ont qu'à essayer tous deux de mettre les yeux dans cette histoire pour régler une bonne fois pour toutes. Parce que il est plus facile même de recruter un ancien djihadiste que de recruter un nouveau djihadiste. Donc, sera plus dur. L'erreur qu'il est en train de faire, il suffit qu'on lui passe un coup de fil, bombarde ici, il va le faire facilement. Donc, c'est un danger si les Nigérians ne veulent pas utiliser les moyens conséquents parce que ce n'est pas de leur poche. On les a financés pour régler ce problème de réinsertion sociale. Alors, la chute nous intéresse. C'est l'utilisation finalement des sous qui devient problème. Et comme le coach l'a dit, on a eu à ramasser des jeunes. On dit qu'ils viennent de Boko Haram et autres. D'abord, c'est une faute grave. Ensuite, on vous donne les moyens. Vous n'arrivez pas à gérer ces moyens. Moi, je commencerai comme ça. Boko Haram égale irresponsabilité des États. Boko Haram égale irresponsabilité des États. Terrorisme égale irresponsabilité des États. Vous savez, comme on l'a rappelé, je pense qu'il y a 2 semaines ici, que Boko Haram est né parce qu'il y a un certain Mohamed Youssouf
qui a dit, mais vous savez, il a rassemblé un certain nombre de jeunes, des centaines de jeunes Nigériens au nord, et puis il leur a dit, vous savez, nous allons créer un État. Si nous souffrons, c'est parce que les gens du Sud se sont accaparés nos richesses. Alors, vous qui n'avez pas d'emploi, venez. Moi, je vais vous aider à créer de l'emploi dans cette zone-là. Vous qui avez été à l'école, venez. Oubliez l'école des Blancs, oubliez l'école occidentale. Nous allons être ensemble et créer nos richesses, nos propres richesses. Et maintenant, quand le projet a commencé par réussir, il a commencé par travailler, détruire la psychologie des gens. Et c'est là où les attaques ont commencé par se perpétrer dans plusieurs zones. Vous savez, cela est parti du problème d'emploi. Les gens n'ont pas à faire. Les gens sans éducation, on les prend. Même ceux-là qui ont été à l'école, on les prend, on leur travaille le cerveau et puis on les récupère. Et maintenant, vous imaginez que l'État se donne une nouvelle responsabilité, celle de recruter ceux qu'ils appellent les repentis de Boko Haram. Mais l'État doit savoir que le premier problème à régler, c'est le problème de départ. Mais si les gens ont fait Boko Haram, c'est parce qu'ils étaient mal éduqués. Si les gens ont fait Boko Haram, c'est parce qu'ils étaient vulnérables. Alors vous récupérez les gens là, vous les éduquez. Vous les éduquez et sur le plan social, ce qui leur manque, vous le leur donnez. C'est ce que les États ne comprennent pas. Et la base même est faussée. La base parce qu'on n'arrive pas à repérer, même on les fait venir. On ne leur donne pas les conditions pour pouvoir être éduqués. On ne leur donne pas les conditions. En réalité, les gens sont sans éducation. Pendant des années, on a travaillé la psychologie des gens. Maintenant, sur ce point, vous devez les sensibiliser. Les gens sont revenus à vous. Ils sont des gens sans emploi. Vous devez tout faire pour qu'ils aient affaire. Les gens ont vécu sans télévision pendant des années. Vous devez leur dire qu'au-delà de ce qu'on vous a servi là-bas, il y a autre chose. Donc, c'est des aspects sur les fondamentaux sur lesquels il faut insister. Et c'est une politique sérieuse qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir trouver une solution à cela. Mais du moment où j'ai compris que les États, souvent, il y a des États qui ne prennent pas au sérieux ces histoires de terrorisme. J'ai dit ici, la France a connu en 2015 l'une des plus atroces attaques terroristes. Mais la France a dit plus jamais ça. Et l'État français s'évertue pour déjouer un certain nombre d'attaques. Les attaques peut-être djihadistes, on en aura. Mais les plus sévères, les plus cruelles, ce sera difficile parce que les gens ils ont mis de l'argent au niveau de la vulnérabilité sur le plan social. Les gens ont mis de l'argent parce que l'État islamique a recruté beaucoup de chômeurs en France. Vous imaginez, l'État a recruté. Donc la France... Les gouvernants qui se sont succédés... La France travaille sur tous ces points. Depuis un certain moment, la France travaille sur ces points. Et maintenant, même sur le plan en ligne, c'est-à-dire là où vous allez rester devant votre Facebook pour envoyer des mots, tout ça là est contrôlé. On a mis de l'argent dedans. Maintenant, quelle est la politique que nos États mettent en place? Quand Adam parle de la CEDEAO, tout ça, oui, on va donner de l'argent. Mais quelle est cette politique-là que les États mettent en place? On peut leur donner des milliards. La preuve, les États-Unis leur ont donné beaucoup d'argent. Mais s'ils n'ont pas une politique à la base, il n'y aura rien. Il n'y aura aucune solution trouvée à cela. Regardez par exemple, quand on veut parler souvent des FARC en Colombie, quand on a échangé avec eux, on a discuté avec eux, et puis on leur a proposé des choses. Et ça a marché. On leur a donné des garanties. On leur a donné des garanties et puis ça marche. Mais ici, on ne leur propose rien. C'est-à-dire, on prend de l'argent même, on garde l'argent quelque part, peut-être on leur distribue des miettes. Le fait de leur distribuer des miettes, ce n'est pas ça qui résout le problème. Si vous donnez de l'argent aux gens sans les avoir sensibilisés au préalable, il n'y aura rien. C'est-à-dire, les gens, vous devez les amener à être bons citoyens. Parce que pendant longtemps, ils ont été de mauvais citoyens. C'est comme ce que nous sommes en train de faire, le ministère de la Sécurité, ou la gendarmerie et la police nationale sont en train de faire ici, en rentrant dans les lieux ou en démantelant des réseaux. Voilà, sur ce point par exemple, mais il y a des gens, des citoyens qui acceptent de prendre de l'argent contre ces choses-là. Mais à ce niveau, c'est là où on avait parlé des projets sociaux. Mais là, il faut qu'on discute avec les populations à la base pour leur dire, le jour où quelqu'un viendra à vous pour vous proposer de l'argent contre le fait que vous me gardiez ceci, dites non, parce que vous êtes un bon citoyen. Si vous n'arrivez pas à faire et leur donner les garanties nécessaires. Les garanties dans nécessaires. 2 ans, 3 ans, nous vous ferons tant. C'est tant. Et puis au début, comme ça, les gens vont voir commencer par avoir des résultats. Mais quand vous laissez les gens au chômage, vous laissez les gens dans des conditions piteuses, dans des conditions misérables, et vous voulez qu'ils soient avec vous, qu'ils retournent à Boko Haram. C'est là, moi je me dis que c'est de l'irresponsabilité. Bon, je vais ajouter ceci. Le coach a parlé de l'Union africaine. Vous savez, l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine est financée à 98% par l'Union européenne.
Donc vous imaginez, ils n'ont pas d'argent. Moi je dis, mais on peut leur donner de l'argent. On peut donner de l'argent à l'Union africaine, mais elle ne fera rien parce qu'il n'y a pas une politique sérieuse à la base. Allez, on va marquer la pause, on reviendra. Et je suis sûr qu'Adam veut encore parler du Nigeria ainsi que le coach Issa Akeleso.